Bonjour, nous allons démarrer le premier rendez-vous expert de la revue Opération immobilière avec Stéphane Ilouz et Cynthia Boukobza sur les pièges juridiques du coworking et comment les éviter. Voilà, pour poser une question, suivez la slide ci-dessous, elles seront traitées en fin de séance. Je laisse la parole aux avocats du cabinet Red Smith. Merci. Merci et bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé avec la revue Opération immobilière que nous remercions. C'est le premier rendez-vous, c'est le premier webinaire qui est organisé sur ce thème donc, de rendez-vous experts. Nous sommes très heureux de l'animer aujourd'hui, Cynthia Boukobza et moi-même. C'est un sujet donc qui est à la fois un sujet d'actualité et un sujet de fond, le coworking. Et d'ailleurs, même le format d'un webinaire s'y prête. On va voir que dans le thème du coworking, il y a beaucoup de problématiques de technologie et on va dire de nouvelles façons de travailler. C'est un sujet d'actualité parce que on en parle beaucoup, parce qu'il y a un développement récent et très fort du coworking. Et c'est un sujet de fond parce qu'il est installé. Maintenant, la profession, on va le voir aussi au cours du webinaire, est structurée, professionnalisée, organisée, et donc des questions juridiques nouvelles se posent et donc à amener dans notre pratique à répondre à ces questions, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Il y aura donc deux parties dans ce webinaire, une première partie de présentation et qu'on va essayer de rendre la plus, on va dire, pratique possible avec nos retours d'expérience et justement les conseils qu'on peut donner au regard des différents pièges juridiques que nous avons croisés dans notre travail. Et puis une deuxième partie de questions et de réponses que nous essaierons de vous apporter. Deux mots peut-être pour nous présenter. Donc, je suis Stéphane Ilouz, avocat associé donc, du cabinet Red Smith et responsable de la pratique du groupe immobilier et que l'on a également appelé projet immobilier, grand projet immobilier. Donc, au cours de ces grands projets immobiliers, de plus en plus souvent, nous croisons des problématiques de coworking qui sont d'ailleurs très souvent vues comme des sujets de valeur ajoutée dans les projets immobiliers. Et donc, nous avons aussi, sur plusieurs années, vu évoluer cette pratique. Je laisse la parole à Cynthia pour se présenter. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier webinaire aux côtés d'Opération immobilière. Donc, je suis Cynthia Boukobza, j'interviens en droit immobilier aux côtés de Stéphane Ilouz au sein du cabinet Red Smith et je traite principalement des contrats d'occupation dans le cadre des opérations de grands projets immobiliers comme a pu l'expliquer Stéphane. Nous avons pu constater ces dernières années que le coworking occupe une place grandissante sur le marché des bureaux en Île-de-France et plus généralement en France. Et nous avons eu l'occasion de traiter de ce sujet sur un angle juridique aux côtés des acteurs des coworking, donc c'est-à-dire les propriétaires bailleurs, les utilisateurs preneurs ou encore les coworkers. Aujourd'hui, à travers ce webinaire, c'est l'occasion de faire le point sur le statut juridique du coworking et de comprendre quel est le régime juridique de cette activité. Donc, la question principale sur un plan théorique est comment le droit appréhende-t-il le coworking, puis sur un plan pratique, comment éviter les pièges juridiques. Donc, nous verrons tout au long de la présentation que le droit n'appréhende pas le coworking et que le régime juridique est en fait différent selon que l'on se place du côté de l'acteur de l'activité, c'est-à-dire du côté du bailleur, du côté du preneur, de la société de coworking ou du coworker. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots de lexique pour que vous puissiez suivre. Donc, le bailleur, c'est le propriétaire de l'immeuble, d'une manière très classique. Le preneur, l'utilisateur, ça sera le locataire. La société de coworking, vous les connaissez aujourd'hui puisqu'il s'agit majoritairement de WeWork, d'Eskeo, bureaux à partager, pour ne citer les plus grands. Et le coworker, ça sera l'occupant de l'espace de coworking, l'utilisateur, le petit utilisateur, ça peut être une start-up, une PME, mais aussi une société cotée ou un grand utilisateur qui fait le choix d'opter pour l'activité de coworking. Voilà, je laisse Stéphane vous présenter, définir le coworking et nous reviendrons sur le régime juridique. Merci Cynthia. En effet, qu'est-ce que le coworking? Alors, donc quelques mots.
pour vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, le coworking, c'est une notion qui a également des termes synonymes ou des termes qui sont des formes qui peuvent être un petit peu différentes de coworking. Alors, on l'a appelé dans le passé Fab Lab, incubateur, bureau mutualisé. En réalité, c'est à la fois un concept et un espace. Et en commun, ce concept et cet espace ont l'activité, la particularité d'être dans le partage, dans la collaboration, dans l'échange. Donc, le coworking, en définition, aujourd'hui, c'est un espace qui est propice, qui est adapté à une activité professionnelle, et nous verrons l'importance que ça a au regard des implications juridiques, notamment de bail, et adapté aux interactions sociales pour partager des bureaux, échanger, voire même mener des projets communs. Nous verrons que dans le cadre du coworking, on peut être aussi bien dans un espace commun que dans un espace dit individuel, mais qu'à l'intérieur de l'un ou de l'autre, on va travailler en commun avec des collègues, mais aussi, bien entendu, des entreprises ou des professionnels qui ont des activités différentes. Donc, tout cela, ça va poser des questions qui ont des implications et des conséquences juridiques. Alors, un tout petit peu d'historique au regard du coworking, ça nous fera comprendre on va dire la définition, cette fois-ci plus juridique, du coworking. Donc, c'est une notion qui a été conceptualisée il y a pratiquement 30 ans par Ray Denbo dans un ouvrage qui s'appelait The Great Good Place, comme un nouveau lieu d'exercice professionnel après le domicile ou avant le domicile, après ou avant le travail. Donc, ce qu'on appelait aussi en français un tiers-lieu, un autre lieu dans lequel on travaille et on travaille autrement. À l'origine, le coworking était exercé de façon tout à fait informelle dans des cafés, dans des librairies, dans lesquels en fait les personnes travaillaient et partageaient leurs idées. Et c'est là où on intervient de plus en plus, depuis maintenant presque une dizaine d'années. Le coworking s'est structuré en conservant toujours la souplesse et la flexibilité du travail comme son esprit d'origine. Alors, structuré parce qu'il y a maintenant des grandes sociétés de coworking, Cynthia en a parlé tout à l'heure, des sociétés internationales qui ont donc professionnalisé la pratique, qui l'ont également standardisé parce que ils ont donc un modèle global, un modèle mondial, et ils ont, dans la mesure du possible, décliné ce modèle en restant fidèle à une idée d'origine. Et décliner, ça nous amène à notre sujet, c'est en réalité adapté à un marché, bien entendu un marché immobilier local, et également adapté à une réglementation, à une législation locale. Et nous verrons que pour la France, il y a pas mal de spécificités qui font que le coworking, en réalité, pose un certain nombre de questions et peut amener à tomber dans certains pièges qu'on peut éviter. Ce sera évidemment l'un des points principaux de ce webinaire. Alors, quelques mots aussi rapidement sur le marché, sur l'importance donc du coworking aujourd'hui. Pourquoi? D'abord, ces quelques chiffres que vous voyez s'afficher, on parlait des juristes, c'est pas normalement notre métier, on n'est pas des professionnels donc du marché de l'immobilier, mais on vous les donne. Pourquoi? Parce que quand un secteur, une activité commence à avoir une part de plus en plus importante, une part significative sur un marché, eh bien, il doit être ou il peut être appréhendé par le droit, et donc il y a des questions de droit spécifiques qui peuvent ou non se poser. Donc le coworking aujourd'hui, c'est plus de 5% de l'offre disponible de bureaux. Alors on a été focus sur le marché des bureaux en Île-de-France. Le coworking aujourd'hui en France est présent à peu près partout, mais il faut reconnaître que c'est l'Île-de-France qui a la part prépondérante et en plus le marché de bureaux parisiens. Donc on estime que il y a, dans les années qui viennent, d'ici à 5 à 10 ans, on aura une part de marché de l'ordre de 10% du marché de bureaux, ce qui est effectivement significatif.
Il y a un développement très récent et un développement très fort, comme on a dit dans l'introduction. Et donc, voilà, nous-mêmes, on a beaucoup de sujets de coworking qui nous arrivent. Alors, plus récemment, hein, sur l'année 2019, on a même des taux qui sont plus élevés, puisqu'on voit que la commercialisation de bureaux en coworking a représenté 13% des surfaces prises à bail donc, sur le deuxième trimestre de l'année. Donc, il y a une croissance qui est exponentielle. Le marché, alors inexistant il y a 5 ans, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas inexistant par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'était pas structuré. Nous avons eu des sujets de coworking il y a déjà plus de 5 ans, mais c'était assez, on va dire, c'était pas l'approche qu'on connaît aujourd'hui, c'était très différent. On a aujourd'hui 600 espaces de coworking en France. Alors, quelques exemples d'espaces. Là aussi rapidement, WeWork, ça va très vite puisque on a écrit 6 adresses, mais je crois qu'on compte déjà 10 adresses, 17 annoncées, 10 000 coworkers installés, la majorité sur Paris. On connaît également Station F, qui est le plus grand campus de start-up du monde, qui est installé à Paris. On vous donne ces exemples aussi pour vous dire que le marché français est un marché important pour le coworking et donc encore une fois, des questions juridiques spécifiques sont amenées à être posées. Et nous, plus particulièrement comme avocats, il y a déjà 10 ans, nous avons vu arriver une structure qui s'appelait La Pépinière, qui à l'époque ne savait pas que c'était du coworking, mais c'est du coworking, c'est-à-dire une structure dans laquelle des avocats indépendants ont leur bureau, travaillent ensemble, ou pas, mais en tout cas ont des espaces de partage pour collaborer. Et voilà, c'est vraiment l'esprit du coworking et c'est là où on va s'interroger sur son statut juridique. Merci Stéphane pour ces éléments chiffrés. Donc maintenant, nous allons voir le régime juridique des espaces de coworking qui est, comme je vous l'expliquais, différent selon qu'on se place du point de vue de la société de coworking ou alors du coworker. Et on a décidé de vous présenter ce régime juridique à travers 3 schémas contractuels qui, effectivement, n'excluent pas d'autres schémas, mais qui sont les principaux schémas que l'on a pu voir dans le cadre de notre expérience. Donc, le premier schéma contractuel est l'acquisition d'un immeuble dédié au coworking, donc cette acquisition faite par la société de coworking elle-même. Il s'agit d'une transaction immobilière classique avec la mise en place d'une data room, technique ou juridique selon l'importance de l'immeuble, la signature d'une promesse de vente, puis d'un acte notarié si les conditions suspensives sont levées. Alors, le principal point de vigilance que l'on a pu identifier dans le cadre de ce schéma contractuel, c'est de faire attention à la destination de construction de l'immeuble, puisque quand on construit un immeuble, il y a toujours une destination de construction qui est mentionnée, et cette destination de construction suivra l'immeuble tout au long de sa vie et de son occupation. Il s'agit donc aujourd'hui de vérifier dans le cadre d'une transaction que la destination de construction est bien conforme avec l'activité de coworking et avec les règles locales d'urbanisme. Alors aujourd'hui, effectivement, on se pose la question de savoir si le coworking relève-t-il de la construction, de la destination de construction bureau ou alors plus précisément du commerce, puisqu'il y a des services qui sont associés à l'occupation et que nous ne sommes pas dans un cadre classique d'occupation en mode bureau. Aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence du fait du caractère innovant du coworking et de notre expérience, on a pu voir que cela s'apparente à du bureau. Ça peut être contesté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait l'être à l'avenir. Donc, l'idée dans le cadre de cette transaction est de vérifier que la destination de construction est bien conforme avec l'activité de coworking et aujourd'hui, on considère que cette destination doit être du bureau. C'est vraiment un point qui est important de voir en amont parce que si jamais on n'est pas dans la bonne destination, ça pose bien évidemment des difficultés juridiques sur le statut de l'immeuble et donc il peut y avoir des non-conformités. Il est important encore une fois de faire cette analyse avant l'acquisition de l'immeuble pour s'assurer que l'activité de coworking va être applicable et va bien passer au regard de la destination de l'immeuble. Tout à fait. Et afin de qualifier la destination et de vérifier que nous sommes bien dans du bureau ou dans du commerce, on peut également utiliser une méthode du faisceau d'indices selon l'ampleur des services fournis et éventuellement demander un changement de destination si vraiment ce n'est pas adapté.
Sur le plan pratique, on a considéré que l'immeuble n'était pas en copropriété, mais si jamais vous avez des questions sur le régime de la copropriété, du coup adapté à l'espace de coworking, toute question sera la bienvenue en fin de séance. Deuxième schéma contractuel, c'est le schéma le plus classique que l'on a pu identifier à travers notre expérience, c'est la prise à bail d'un immeuble par la société de coworking. C'est-à-dire que, par exemple, une société très importante prend un bail à un immeuble tout dans sa totalité, 100%, avec un contrat de bail commercial très standard, investisseur 369 ou avec une durée de période ferme. Dans un second temps, la société de coworking pourra mettre en sous-location les espaces ou alors conclure directement des contrats dits de coworking ou des contrats de prestation de services avec les coworkers. Donc, c'est le schéma contractuel qu'on a pu identifier. Et on a identifié, on a plusieurs points de vigilance puisque c'était pas du tout les standards et les pratiques du marché et on a dû s'adapter contractuellement avec les bailleurs. Donc effectivement, lorsqu'on se place du côté du preneur, il est important pour cette société de solliciter en amont de l'activité de coworking et à travers le contrat de bail commercial une autorisation express de sous-louer, donc à toute société tierce, qui n'est pas la dérogation classique groupe, filiale que l'on peut retrouver dans les contrats standards, mais également, d'avoir les deux, de conclure des contrats dits de coworking. Alors, ces contrats de coworking, on les définira plus tard, puisqu'il y a une multitude de contrats et pas de modèle standard à ce jour. Mais il est important d'avoir cette clause dans les contrats de baux commerciaux qui pourraient être conclus dans le cadre d'une prise à bail par la société de coworking. Deuxième conseil pratique que l'on pourrait donner, donc si on se place du côté du preneur, naturellement, c'est de négocier des taux importants pour la superficie des locaux qui seront objets de la sous-location ou des espaces de coworking. Donc, on comprend effectivement que le preneur prendra 100% à bail de l'immeuble, mais il mettra à disposition uniquement une partie de ses locaux, mais il faudrait avoir des seuils importants dans le contrat de bail commercial. On pense notamment à 70%, 75%, 80% et de conserver 20% pour les espaces communs et les services qui seront fournis aux coworkers. Donc, ce sont les principaux points de vigilance que l'on recommande dans le cas de ce schéma contractuel. Troisième schéma contractuel, qui est un peu plus rare, mais qu'on a pu traiter récemment à travers un bail commercial pour un grand utilisateur, c'est la sous-location partielle par la société de coworking. Je m'explique. Il y a un bailleur qui donne à bail son immeuble en monolocataire, notamment à un grand utilisateur, puis l'utilisateur, pour des raisons plutôt d'image et de dynamisation, pour une dynamique de son actif, voudrait mettre en place un espace de coworking au sein d'un plateau, par exemple. Ou alors, ça peut s'expliquer tout simplement par une vacance des locaux et le souci de rentabiliser une partie des espaces qui ne sont pas pris à bail. Donc, on est dans un schéma contractuel avec un contrat de sous-bail conclu entre le preneur principal et la société de coworking. Là, c'est un schéma très complexe puisqu'effectivement, on a deux niveaux. Il y a le bail principal conclu avec le propriétaire bailleur, puis l'acte de sous-location conclu avec la société de coworking et le grand utilisateur. Si on se place du côté du bailleur, le conseil que l'on donne, c'est déjà de contrôler l'acte de sous-location. Puisqu'il y a une vraie... il est important aujourd'hui de contrôler le sous-locataire et l'activité de coworking est apparue, est très nouvelle et donc très peu connue des bailleurs, donc, sauf si on est un grand investisseur, mais majoritairement, les gens ne connaissent pas. Donc, on peut conseiller le bailleur dans ce sens et dire qu'il faut absolument contrôler l'acte de sous-location, avoir une autorisation express, voire même un contrôle des stipulations de l'acte de sous-location et demander à la société de coworking de se conformer scrupuleusement aux clauses du bail principal, mais également à tout document annexe et notamment au règlement de l'immeuble, aux horaires d'accès. Donc, c'est important d'anticiper ces questions-là, notamment pour la société de coworking, puisque je pense les points d'attention qu'on a pu voir dans le cadre de notre expérience, c'est notamment les horaires d'accès,
puisque la société de coworking a des horaires d'accès, enfin souhaite avoir un accès plus généralement plus étendu que les horaires de bureau classiques, puisque les PME, les startups ne travaillent pas de la même manière. Elles voudront intégrer les locaux, donc soit un peu plus tôt, à 7 h du matin, soit partir un peu plus tard, vers 22 h, avoir accès le week-end. Toutes ces questions doivent être anticipées et donc il faut les anticiper à la fois dans le contrat de bail principal, mais également dans l'acte de sous-location. C'est important et la société de coworking devra également veiller à respecter le cahier des charges, enfin, le règlement de l'immeuble et tous ces engagements afin d'éviter que le preneur principal lui-même se voit résilier son bail principal. Deuxième conseil que l'on pourrait donner, et qu'on donne d'ailleurs, et comme on l'a pu l'expliquer dans le premier schéma contractuel, c'est pour le preneur de solliciter en amont l'autorisation expresse de sous-louer à une société de coworking et de conclure des contrats dits de coworking. Donc il y a 4-5 ans, on n'avait pas exactement les mots pour définir ces contrats de coworking et on prévoyait généralement une dérogation classique sous location, mais aujourd'hui on va plus loin dans les contrats et on parle de ces contrats de coworking et il est important de prévoir expressément ce wording afin d'éviter toute difficulté et tout refus du bailleur d'exercer, d'avoir une activité de coworking dans ses locaux. En effet, sans cette clause, la société de coworking ne pourra pas exercer son activité. C'est un point majeur et tout acteur du coworking devra redoubler d'attention et anticiper et prévoir en amont les clauses contractuelles en ce sens. Alors peut-être un point ici, c'est qu'il y a une petite nuance. Donc il y a deux cas en fait sous le cas de la sous-location. Il peut y avoir un cas dans lequel le locataire principal de l'immeuble est la société de coworking elle-même, mais il y a aussi le cas dans lequel le locataire principal, et c'est celui où nous sommes, est un grand utilisateur, et ce grand utilisateur, il peut à son tour avoir deux possibilités de faire appel au coworking. Il peut lui-même sous-louer à un coworker, c'est le cas que vient d'expliquer Cynthia, donc on est déjà dans quelque chose d'un peu complexe, mais c'est le cas, on va dire, classique. Il y a une autre possibilité, c'est que le locataire principal, le grand utilisateur, lui dise qu'il veut faire lui-même l'activité de coworking. Je m'explique, ça veut dire que le grand utilisateur dit « moi, je vais prendre un prestataire de coworking, mais je vais être en quelque sorte l'hôte des différents coworkers qui vont être sur place ». Et donc, selon qu'on est dans un schéma ou dans l'autre, les problématiques ne sont pas les mêmes. Et donc là, quand on parle, vraiment, c'est très important d'anticiper. Donc, quand on rédige et quand on négocie le bail, il faut savoir si on est dans un cas ou dans l'autre, voire si on n'est pas certain, évidemment, de prévoir les deux cas, mais il faut le prévoir de façon très précise et parfois vraiment un mot, parce que vous dites société de coworking, ou vous dites que vous êtes vous-même l'acteur de coworking, ça va faire que vous êtes autorisé à faire certaines activités ou pas. Voilà, je voulais ajouter ce petit point pour préciser, voilà, on va dire le champ donc, des possibles pour l'activité de coworking et pour les coworkers au final. Merci Stéphane. Donc, pour terminer sur les conseils pratiques que l'on donne, et le troisième conseil que l'on donne, et cela, on peut le donner à la fois aux bailleurs, mais également aux preneurs, c'est que l'activité de coworking soit conforme avec la destination de l'immeuble et l'usage du bail principal, qui sont en général des locaux de bureau. Donc, effectivement, là, sont en risque à la fois le bailleur et à la fois le preneur, puisqu'il y a un vrai risque de qualification. Et ce qu'on a pu faire donc récemment dans le cadre de l'un de nos dossiers, c'est qu'on avait en l'espace une clause recette dans l'acte de sous-location, c'est-à-dire qu'il y avait un loyer fixe prévu, mais également un loyer variable calé sur le chiffre d'affaires. Et ce qu'on appelle en pratique une clause recette, ce genre de clause est généralement présent dans le cadre des contrats de baux commerciaux pour des boutiques, voire dans les centres commerciaux, et vraiment pas usuel dans le cadre des baux de bureaux. Donc, on a eu une contestation du bailleur qui nous disait si vous avez une clause recette, en fait, ça s'apparente à du commerce, la destination de l'immeuble et du bureau. Enfin, comment on règle ce problème? Voilà, on a dû faire preuve de créativité. On a inséré une clause qui est à la fois protectrice des intérêts du bailleur et du preneur,
pourrait dire qu'effectivement, cette activité ne remettait pas en cause la destination de bureau, qui était celle de l'immeuble, et que dans l'hypothèse où une jurisprudence viendrait qualifier l'activité de coworking en présence d'une clause recette d'une activité de commerce, on déciderait de supprimer tout simplement cette clause recette. Donc voilà comment on a soldé ce litige. Et on aurait pu également, mais ça c'était d'un point de vue purement urbanistique, dire qu'il s'agit, invoquer la théorie des locaux accessoires et dire que tout simplement l'activité de coworking, puisqu'elle était partielle, était accessoire à la destination principale de bureau, et du coup dire que l'accessoire suit le principal, et sans soulever de difficultés majeures et risque de requalification. Alors, encore une fois, vous avez vu qu'on insiste beaucoup sur la question de la destination de l'immeuble. C'est un point qui est extrêmement important pour les propriétaires, puisque dans en particulier les investisseurs institutionnels, lorsqu'il y a un risque que la destination de l'immeuble puisse être mise en question, eh bien, c'est toute la valorisation de l'immeuble, c'est toute la potentielle revente de l'immeuble qui est elle-même en risque. Et donc, ce sont des sujets de valeur qui sont extrêmement sensibles. Et donc, aussi bien d'un côté, on sait que le coworking ajoute de la valeur pour un propriétaire parce que c'est dynamique, parce que c'est une activité qui marche bien voilà, et qui donne une bonne image à l'immeuble, donc qui augmente la valeur de l'immeuble. Autant s'il y a un risque juridique au regard du coworking lui-même, là, danger. Et donc, il faut trouver des solutions. Cynthia vient de donner un exemple. Merci Stéphane. Donc maintenant, on a pu voir effectivement le régime juridique des espaces de coworking du côté de la société de coworking. Nous allons aborder maintenant ce régime juridique, mais du côté du coworker. Donc le coworker, comme je vous l'expliquais, c'est la start-up, la PME, encore un indépendant, profession libérale ou une société très importante qui pourrait faire le choix d'utiliser le coworking pour des questions de flexibilité et d'occupation de l'espace. Donc, on va le voir, il y a plusieurs types de contrats possibles et aujourd'hui, nous n'avons pas identifié un contrat standard de coworking et nous avons pu constater qu'en réalité, il y avait plusieurs contrats. Donc, le premier contrat qui est le plus courant, c'est le contrat de prestation de service. C'est un contrat de prestation service donc c'est principalement un contrat d'occupation, mais avec une fourniture de services. Alors les services, quels sont-ils? C'est notamment l'accueil, l'hôtesse qui va recevoir le courrier, mais aussi la clientèle, les visiteurs. Ça peut être les espaces communs, la cafétéria, l'accès aux salles de réunion, les photocopieuses. Donc voilà, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans un bureau, dans une occupation en bureau standard. Et c'est pour ça que ça ne relève pas du contrat de bail, mais plutôt d'un contrat de prestation de service. Et c'est le schéma, le contractuel le plus utilisé pour le coworker. C'est-à-dire que la société de coworking va proposer ce contrat au coworker et proposer des services qui annexent à l'occupation de l'espace. Deuxième schéma contractuel que l'on a pu identifier, c'est la convention de mise à disposition. Alors, c'est pas un contrat de bail, puisque effectivement, on est sur une mise à disposition. Ça peut être à titre gratuit, notamment si, je sais pas, s'il y a un événement éphémère, on veut faire la publicité d'un produit et que c'est bon pour l'image de la société de coworking et que le coworker, en bénéficie également. Donc, ça peut être une convention également à titre onéreux. Les durées sont très variables. Ça peut être une durée très courte ou une durée un peu plus longue. C'est un autre schéma contractuel, très proche également de la prestation de service, mais qui se diffère toujours du contrat de bail. Donc, vous l'avez bien compris, nous ne sommes pas dans un régime juridique de bail, mais plutôt dans une occupation avec des services et dérogatoire au régime du bail commercial. En revanche, on a pu également constater que le bail dérogatoire, donc par définition dérogatoire au régime du bail commercial, pouvait être adapté à une occupation d'un espace de coworking pour une durée qui s'avérait plus longue, puisque le code de commerce définit aujourd'hui le bail dérogatoire comme un bail permettant de tester la pérennité de l'entreprise et pour une durée allant jusqu'à un maximum de 3 ans. Au-delà des 3 ans, et c'est là le point de vigilance, c'est que l'on bascule automatiquement dans le cadre du bail commercial. Donc, c'est à la fois un risque pour le bailleur, pour la société de coworking, mais également pour le coworker qui ne souhaiterait pas être enfermé dans ce schéma contractuel.
Et si on n'est pas vigilant sur les fins de contrat, on pourrait vite se retrouver dans le cadre d'un schéma contractuel que l'on n'a pas souhaité. Et c'est également un risque pour le bailleur si l'on est dans le schéma contractuel avec une prise à bail partielle, si notamment le coworker bénéficie du statut du régime du bail commercial, alors que cela est complètement exclu dans le cadre du bail principal. Et ça pourrait risquer, une fois de plus, une résiliation du bail principal avec tous les risques que cela emporte pour le preneur principal. Quatrième type de contrat que l'on a pu voir dans notre pratique, et là c'est moins de l'occupation mais plus une commodité pour le coworker, ce sont les contrats de domiciliation. Donc la domiciliation peut être postale, puisqu'il s'agit peut-être simplement pour le coworker de recevoir son courrier, ou alors une domiciliation juridique, si cela est bien entendu autorisé par le bailleur, pour l'établissement d'un siège social, si jamais le coworker envisage l'adresse de l'espace de coworking comme son siège social. Ces points cette domiciliation doit également s'anticiper dans le cadre du bail commercial, puisque en général, les propriétaires bailleurs sont très réticents à l'idée de voir des sociétés qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne connaissent pas, domicilier leurs sièges sociaux dans le cadre de leurs locaux. Oui, juste un point aussi par rapport aux coworkers et aux bailleurs. Hein, il y a comme une chaîne de contrats. Ils ne sont évidemment pas liés, le coworker, avec le bailleur principal. Mais il est vrai que dans certains cas, il y a des bailleurs qui vont vous dire, moi, je ne veux pas avoir du tout d'interaction avec les gens qui sont les clients de mon locataire, c'est-à-dire le coworker. Donc, il peut y avoir des petites réticences sur les problématiques de domiciliation. Donc voilà, c'était les principaux modes contractuels possibles. Hein. Il peut y en avoir d'autres, hein, mais ce sont ceux qu'on a pu identifier dans le cadre de notre expérience. Alors on a pu le voir effectivement, il y a cette multitude de contrats, mais le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils ne relèvent pas, que ces contrats ne relèvent pas du statut du bail commercial. Donc cela sous-entend qu'il n'y a pas de protection pour le coworker par le statut des baux commerciaux qui, vous le savez, est bien encadré par le Code de commerce et qui permet, en cas de lacune ou de carence des clauses contractuelles, se référer au régime juridique. Cela sous-entend également qu'il n'y a pas de droit au renouvellement pour le coworker et qu'à l'issue de la période d'occupation, si la société de coworking décide de ne pas renouveler, le coworker sera évincé et devra retrouver des locaux dans un délai plus ou moins long selon les clauses contractuelles. Cela sous-entend évidemment qu'il n'y aura pas d'indemnité d'éviction, puisque on n'est pas dans un schéma de bail commercial. Et du coup, du fait de cette grande liberté contractuelle, il faudra redoubler de vigilance et anticiper toutes ces questions lors de la rédaction du contrat de coworking, puisque l'occupation est régie par les seules clauses de ce contrat. Et il faudra donc anticiper les points majeurs qui pourraient poser difficulté à l'issue de l'occupation. Je pense notamment à la durée d'occupation, le renouvellement, le préavis, les options de sortie, mais également l'importance des charges. Si elles évoluent de manière significative, ça peut être un poids pour le coworker qui n'a pas toujours la trésorerie. Mais également l'état de restitution des espaces de coworking, parce que vous le savez, c'est un sujet majeur dans le cadre des baux commerciaux. Donc, je sais, dans les coworking, c'est assez nouveau, mais peut-être qu'un coworker décidera de rester 3-4 ans et que ces locaux seront dans un état qui ne pas conforme à l'état dans lequel à l'état pris lors de l'entrée, et que la société de coworking pourrait réclamer des indemnités d'occupation, voire des indemnités de réparation des dégâts causés dans le cadre de l'occupation. Donc, c'est vraiment toutes ces clauses-là que l'on connaît très bien dans le cadre des baux commerciaux qu'il faudra reproduire en fait dans les contrats de coworking et anticiper. Plus accessoirement, il y a la question aussi du nettoyage. Ça a un coût, donc voir si c'est adapté aussi à l'activité du coworker, dans quel niveau de nettoyage le coworker attend, mais aussi pour des questions plus pratiques, la restauration. Il y a bien souvent dans les immeubles à Paris des RIE, des restaurants interentreprises. Et en général, ce n'est pas toujours accessible à n'importe qui, puisqu'il y a des conventions d'adhésion et avec des modalités d'accès qui sont très réglementées. Et ces questions-là devront être anticipées et bien négociées dans le cadre du contrat de coworking. Alors, pour l'expérience qu'on a, c'est que ces contrats-là,
En général, c'est un petit peu ce qu'on appelle des contrats d'adhésion, contrairement à un bail commercial où vraiment il y a une négociation qui peut avoir lieu. Là, c'est plutôt un peu des contrats types qui sont, on va en parler un petit peu après, mais c'est plutôt des contrats types qui sont proposés. Mais il y a tout de même toujours un espace, une place pour la négociation sur les points importants dont vient de parler Cynthia. Alors, pour enchaîner, l'idée, c'est maintenant de dire quelques mots sur l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a commencé à expliquer donc qu'est-ce que c'est que le coworking. Et au regard de ces explications, en fait, même, c'est pas de l'autre côté de l'écran, mais même de mon côté, en entendant Cynthia et puis en parlant, je me disais, mais au fond, peut-être on peut se demander, mais qu'est-ce qui différencie un espace de coworking d'un espace classique de bureau? Parce qu'on a parlé tout à l'heure, on dit, ben, il y a un restaurant, il y a un accueil, il y a des services. Et bien, c'est vrai que parfois, c'est assez proche d'un espace de bureau classique. Mais il faut revenir à ce qu'on a dit au tout début, c'est que voilà, il y a du partage, il y a de la collaboration, et il y a une nouvelle forme de travail. Alors, donc, on sait que ça existe de façon concrète, puisqu'on connaît ces grandes entreprises, on les a citées tout à l'heure, qui sont spécialistes du coworking et qui ont réellement structuré un marché, comme on l'a dit. Alors, la question, quand on est demain, aujourd'hui, soit dans un grand groupe et qui s'intéresse au coworking pour placer des salariés de ce groupe, ou une entreprise qui vient de se créer, parce qu'il y a beaucoup de startups évidemment en coworking, ou une entreprise d'une taille, on va dire, intermédiaire, qui dit bah, moi ça m'intéresse parce que c'est souple et donc j'ai pas envie de rentrer dans un bail. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on l'a dit tout à l'heure et on le réexplique, le bail commercial n'est pas adapté, donc il n'y a pas cette structure. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, aujourd'hui, je rentre, on va me proposer plutôt des contrats de prestation de services, mais demain, si dans les années qui viennent, dans les mois peut-être qui viennent, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui va être le cadre juridique du coworking? Alors, on ne connaît pas l'avenir, on n'a pas d'informations secrètes, privilégiées, mais on a un petit peu d'échanges avec des acteurs et nos confrères, les acteurs du coworking. Bon, nous, ce qui nous semble, ce qu'on sent, c'est que de façon claire, le bail commercial lui-même n'est pas adapté, ça je l'ai dit, je le redis. Bon, pourquoi? D'abord, une raison évidente, aussi Cynthia a expliqué, la durée d'occupation, en fait, c'est la durée moyenne, on vous le dit maintenant, c'est 10 mois. Donc 10 mois, c'est absolument pas du tout conforme par rapport à un bail commercial qu'on appelle le 369. Ça ne marche pas. Au-delà de ça, il y a une espèce de pratique sur les baux commerciaux qui est qu'on demande toute une série d'informations financières et de garanties aussi dans le cadre d'un bail commercial que souvent on ne va pas retrouver parce qu'on sait que économiquement ça ne passera pas avec des nouvelles sociétés et donc le bail commercial ne fonctionne pas. Bon, le bail commercial, on l'a dit, il fonctionne bien sûr entre le grand bailleur et la société de coworking, l'opérateur, hein, ça il faut pas mélanger évidemment. Il y a un bail commercial bien souvent entre, on va dire, WeWork et Unibail ou GCI ou d'autres, mais il n'y a pas de bail commercial entre WeWork et ses clients. Alors, donc la question c'est que qu'est-ce qui serait le contrat le plus adapté à ce mode d'occupation un peu particulier, donc mode d'occupation qui mélange de la vraie occupation de bureau, on est dans un bureau, mais en même temps le partage et l'utilisation de toute une série de services. Alors ça, on l'a bien expliqué, donc on est plutôt dans du contrat de prestation de services, mais on sent, nous, qu'on a besoin un peu d'autre chose. Alors, qu'est-ce que ce serait l'encadrement législatif pour évoluer donc dans l'avenir comme système, on va dire, contractuel pour le coworking. Alors, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a deux voies possibles. Soit il y aurait une réforme du statut des baux commerciaux, soit on irait vers la création d'un contrat ad hoc. Alors, les deux solutions, il n'y en a aucune qui est parfaite. La première, donc, ce serait
d'avoir une adaptation d'un statut qui, on le sait, qui remonte à 1953, qui, ok, aujourd'hui est codifié dans le Code de commerce, mais qui est quand même questionnable pour les petites entreprises parce que c'est rigide. Il y a une protection, mais qui n'est pas forcément demandée. Et donc, quand on est un coworker et que ce qui l'intéresse, le coworker, c'est d'avoir une souplesse dans sa gestion de ses bureaux, ça ne va pas fonctionner. Donc, on pourrait avoir comment dire, un volet particulier du statut des baux commerciaux avec des baux spécifiques coworking. C'est une possibilité. Ça serait une marque d'attractivité du marché aussi français, d'avoir un cadre juridique spécifique aussi pour donner cette souplesse aux entreprises qui en ont tant besoin. Alors, c'est une possibilité. On n'y croit pas trop. On pense que c'est plutôt l'autre schéma qui est celui d'un contrat ad hoc, c'est-à-dire réellement qu'au fur et à mesure de développement donc des grandes entreprises de coworking, il y a une espèce de modèle qui se dessine. Voilà, moi un petit peu, j'essaie de penser à quel schéma contractuel ça évoquait en pratique. C'est un petit peu ce qu'on a quand on voit aujourd'hui les statuts de nouvelles sociétés. C'est-à-dire que quand on va créer une SCI ou une société anonyme, aujourd'hui, on n'a pas un statut un modèle de statut obligatoire. Mais en réalité, on a un modèle qui est accessible et qui s'est imposé par la pratique. Et nous, ce que l'on pense, c'est que au fur et à mesure du temps, et on le voit aujourd'hui, il y a aussi parce qu'il y a quelques leaders qui drivent le marché, on a un modèle de contrat qui se dessine, et on pense que c'est plutôt cette approche-là qui devrait s'imposer, c'est-à-dire un modèle souple. Après tout, c'est une pratique de travail qui est souple, et on pense qu'il ne faut pas trop légiférer dans ce domaine. Donc un modèle de contrat souple avec un bon équilibre entre, et c'est, je pense, l'idée essentielle peut-être à retenir aujourd'hui, un bon équilibre entre une occupation de bureau, qui est une véritable occupation, et une utilisation de services orientés sur le partage, sur la collaboration, sur une nouvelle forme de travail. Et donc, on voit bien ce modèle se dessiner. Juste pour terminer, avant de conclure, une petite anecdote, parce qu'il se trouve qu'hier, un peu tard, j'ai été appelé par un de nos clients qui est lui-même opérateur de coworking. Pour montrer un vrai point juridique, il m'a dit, mais voilà, j'ai tel client très important chez moi qui va partir, mais je ne suis pas content parce qu'ils partent sans me prévenir, c'est trop tôt. C'est un client vraiment qui avait des surfaces importantes chez nous, donc grand espace de coworking. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, normalement, toute la discussion qu'on a aujourd'hui, c'était sur la souplesse. Mais en fait, on a regardé son contrat et puis on a regardé ce qui s'est passé. C'est que ces gens-là sont là depuis plus de 3 ans. Et on leur a dit, mais attention, si ça se trouve, il pourrait y avoir l'invocation d'un bail commercial. Et donc, on pourrait dire, ah, mais vous devez rester encore 3 ans de plus. Ce petit exemple, je veux simplement le donner. D'abord, il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est tombé comme ça hier soir. Ça m'a fait aussi un petit peu évoluer sur la présentation. C'est de dire, mais comment? On a quelqu'un qui nous dit, moi, je veux de la souplesse. Et puis, en fait, on est en train de réaliser qu'on peut avoir un outil juridique qui va pouvoir permettre d'avoir un impact sur un client qui aujourd'hui est un petit peu en pré-litige, qui fait qu'on pourrait soutenir que cette personne, ce client, en fait, il est tenu pour beaucoup plus longtemps qu'il le pensait. Tout ça pour, encore une fois, si besoin, répéter, redire à quel point la négociation de ces contrats d'occupation, prestation, location, est importante parce qu'elle a des conséquences qui peuvent être extrêmement lourdes en termes financiers. Alors, en conclusion, et on va laisser un petit peu de temps puisque je crois qu'il nous reste à peu près un quart d'heure pour les questions. En conclusion, le coworking, donc on l'a vu, en fait, c'est un reflet de notre société. C'est une société qui est en mutation constante, qui est beaucoup plus orientée sur le partage, sur la collaboration, sur la souplesse du travail. Aujourd'hui, le droit n'appréhende pas cette forme nouvelle d'exercice professionnel. Il n'y a pas de régime juridique.
Faut-il pour autant le souhaiter? Nous pensons que non, parce que la souplesse de l'activité devrait aller aussi avec la souplesse d'un régime juridique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes plutôt favorables à ce qu'on ait une espèce de modèle qui se dessine. Ça pourrait être à l'occasion d'une espèce de Grenelle du coworking, où on aurait les grands acteurs du coworking, les représentants, par exemple, des startups et des grands utilisateurs qui, ensemble, réfléchissent et à l'avenir et au statut du coworking et peut-être sur un modèle donc contractuel. Peut-être en ouverture, pour terminer, on a un petit peu parlé des grandes entreprises, mais on peut en parler davantage tout de même. C'est parce qu'on le voit, nous, de plus en plus, les très grosses entreprises, les multinationales, les services et industries s'intéressent au coworking. On a vu Engie, on a vu Oracle, Casino et d'autres. Et donc, on sait que ça va être de plus en plus un modèle qui va s'imposer. Encore une fois, non seulement, c'est pas seulement les startups, c'est pas seulement des individuels et des indépendants, mais ça concerne vraiment toute l'économie. Voilà, on a maintenant terminé. On vous remercie pour votre attention et on va se donner un tout petit peu de temps peut-être pour revoir les questions et apporter des réponses.
Bonjour à tous. Nous avons un très grand nombre de questions, particulièrement intéressantes. Nous allons vous demander 2 à 3 minutes encore pour en assurer le traitement et des réponses précises par nos intervenants. Je vous remercie de votre patience et je vous demande encore 2 à 3 minutes. Merci beaucoup. Voilà, alors, pardon pour l'attente. Encore une fois, comme ça a été dit, beaucoup de questions, d'excellentes et pertinentes questions. Alors, comme ça va être compliqué de, de répondre à tout, on va essayer de centrer sur quelques points. Alors, on nous a demandé si les bureaux de coworking doivent être des ERP. Alors, il y a deux façons de voir cette question. L'immeuble, si on a un grand immeuble de coworking qui est consacré complètement au coworking, oui, il n'y a pas de sujet pour nous, c'est un ERP parce que d'abord, il y a beaucoup de services annexes, notamment à partir du moment où vous avez un restaurant, un café, comme on voit dans les différents, on était récemment chez BAP rue Dieu, bah, il est évident pour nous c'est ERP. Dans la plupart des cas, c'est un ERP. Si la question est de dire si mon bureau à moi, non, là évidemment non, mais l'immeuble dans son ensemble, pour nous c'est clair. Alors, Cynthia, sentez-vous libre aussi de répondre. On a une autre question sur qui est en moitié question et moitié commentaire. On nous dit, jusqu'à présent, le contrat de prestation de service était un modèle de contrat qui convenait dans le cas des centres d'affaires où se pratique le coworking. Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire que aujourd'hui, le coworking, c'est un petit peu la suite des centres d'affaires. Il y a toujours des centres d'affaires. Certains se renomment d'ailleurs coworking. Donc effectivement, contrat de prestation de service. Encore une fois, attention, si vous avez des surfaces importantes, que vous êtes là longtemps et que finalement les services ne sont pas tout à fait discriminants par rapport à des services que vous avez dans un bureau, par exemple nous-mêmes, ça s'appelle centre d'affaires, on est dans un grand immeuble de bureau, ça s'appelle centre d'affaires. En réalité, bah, vous êtes peut-être en pure occupation et le contrat de prestation de service, si vous êtes là pour plus de 3 ans, bah, vous pourriez, hein, il n'y a pas de jurisprudence, mais vous pourriez dire, bah, moi je suis dans des bureaux avec un bail. Donc, encore une question, comment régir le partage des charges? Alors, très bonne question. Je crois que Cynthia, on a des expériences là-dessus, on peut peut-être dire un mot. Sur le partage des charges, alors c'est pas en copropriété puisqu'on l'a pas eu dans le cadre de nos dossiers, mais plutôt dans le cadre bailleur-preneur, effectivement. Donc on avait le schéma contractuel que je vous ai expliqué, donc le bail principal puis la sous-location, et on a tout simplement reproduit les clauses de l'annexe Pinel avec la répartition société de coworking et coworker. Donc voilà. Et puis bon, ça s'adapte aussi aux locaux en fonction des questions plus opérationnelles, nettoyage, enfin, de la quantité de services qui doivent être fournis, mais on a pu le faire de cette manière. Et après, sur la copropriété, on n'a pas eu le cas, Stéphane, mais
je pense qu'on peut reproduire effectivement les charges de copropriété, enfin comme les charges du bail principal comme celles de la société de coworking et celles du coworker. Après, ce qui se passe, voilà, aussi dans la pratique, souvent on a vu ça tout récemment, on a en fait une espèce de forfait qui est convenu, et en fait on dit comment dire, à la société, ben voilà, vous avez cette somme-là que vous payez flat. Et encore une fois, quand vous posez la question, je pense qu'il y a aussi deux façons de voir. Quand vous dites quid des charges, c'est quid des charges pour la société de coworking qui est elle-même preneur, parce qu'il se peut que la société de coworking, elle soit dans un bail un peu particulier, et ça, on l'a vu aussi, elle a un forfait de charges. Elle n'est pas, comment dire, on ne lui répercute pas les charges comme un preneur classique, ça peut arriver. Et on peut avoir aussi cette question pour le coworker lui-même, où là aussi, on lui dit, ben, c'est un forfait, et c'est le plus souvent le cas, on ne va pas lui imputer des charges. Alors, une autre question qui a été posée dans un domaine un petit peu différent, mais qui est aussi très intéressante, sur les risques de défaillance. Alors, c'est vrai qu'il y a la société WeWork, pour ne pas la nommer, il y a beaucoup de choses dans la presse sur des risques qui pourraient arriver. Qu'en est-il pour les sociétés qui ont contracté? Alors, il y a beaucoup de sociétés qui contractent avec eux. D'abord, le cas peut-être le plus simple, c'est l'occupant, c'est-à-dire le client qui est dans son bureau ou dans ses bureaux de coworking. Bien, lui, son contrat, a priori, s'arrête. Il n'a pas tellement a priori de créances à déclarer, et donc fin du contrat. La question que vous posez est plus compliquée au regard du propriétaire de l'immeuble par rapport aux sociétés occupantes. Eh bien, en principe, à partir du moment, et c'est là où on est vraiment sur le cœur du sujet, je pense aussi un peu le cœur du webinar, c'est que si le sous-occupant donc a des surfaces importantes, il est là depuis longtemps. Imaginons par exemple, on a dit une filiale d'un grand groupe qui a des locaux importants dans un immeuble WeWork et qui aurait un problème chez WeWork. Alors, même s'il est en contrat de prestation de service et qu'il s'avère qu'il est là depuis, je sais pas moi, 3 ans, plus de 3 ans, est-ce qu'il pourrait y avoir une possibilité de prétendre que finalement il avait un bail et qu'il avait un droit? J'ai pas la réponse aujourd'hui, mais ça peut être un sujet. Ça peut être un sujet. Alors, vous demandez plus spécifiquement s'il y a une obligation de reprise des contrats. Bon, on doit vous dire qu'on n'est pas non plus expert en droit de comment dire, il faut qu'on voit avec nos collègues des bureaux d'à côté en droit des procédures collectives, mais a priori, obligation de reprise des contrats, normalement avec le sous-occupant, je ne pense pas a priori. Alors, Cynthia, peut-être d'autres questions? Oui, alors je vois la question sur le PLU et la destination de l'immeuble. Donc, vous considérez que, enfin, vous dites que le PLU de Paris place la catégorie coworking dans la destination Synaspic. J'en avais pas forcément connaissance puisqu'on a déjà échangé avec des confrères sur ce sujet et on a toujours considéré qu'il s'agissait du bureau. Donc, si vraiment il y a une réglementation nouvelle à Paris et que le PLU considère qu'il s'agit du Synaspic, ben, il faudrait faire un changement de destination de l'immeuble et procéder par voie de déclaration préalable et voilà, toutes les formalités en ce sens. Après, c'est une question là, qui est aujourd'hui très, très regardée par les avocats et je pense qu'il faut s'adapter et analyser au cas par cas les immeubles. Alors, une autre question qui a été posée sur un hôtel, c'était… Est-ce que l'hôtel peut mettre à disposition des espaces de coworking? Voilà. Est-ce qu'un hôtel peut mettre à disposition, c'est une question qui nous a été posée juste avant au tout début du webinar. Donc, est-ce qu'un hôtel peut mettre à disposition des locaux pour du coworking? Bien sûr, pourquoi pas. La question, on a vu, c'est pas réglementé, donc il n'y a pas de problème, mais on retombe toujours dans la problématique de la destination. Donc, à vérifier. Et également, bon, l'hôtel, il n'y a pas de problème, il est lui-même ERP, mais c'est surtout une problématique de destination. Alors, il nous reste peut-être 30 secondes ou on a encore une autre question. Il y a encore 2 ou 3, on essaie de répondre au plus. Je regarde s'il y a des choses qui sont arrivées encore après. Voilà. Alors, on nous dit, on remarque de grands groupes utilisateurs en coworking signent des baux commerciaux, incluant des services comme des salles de réunion, etc., machines à café et autres. Il y a aussi un créneau entre le bail commercial et le coworking qui prend une place. J'imagine que dès lors qu'il y a un bail signé, cela n'entre pas dans les statistiques coworking.
Alors, statistiques, c'est vrai que je ne saurais pas exactement répondre, mais en revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est vrai que et vous soulevez un point en réalité pratique avec des conséquences juridiques, et on est toujours très proche de notre sujet central, c'est que selon l'ampleur, on a parlé de termes de faisceau d'indices, c'est-à-dire selon l'ampleur des services qui sont fournis, vous allez basculer dans une catégorie plutôt coworking ou basculer dans une catégorie plutôt bureau classique. Donc, faisceau d'indices, c'est vraiment qu'on va mesurer, on va faire une sorte de balance entre occupation et utilisation de services. Le cas vraiment que vous décrivez, je pense qu'on est plutôt en bureau. Et finalement, moi aussi, pour l'avoir vu pas mal aussi à l'étranger, peut-être pour conclure, dans 30 secondes, on nous a demandé s'il y avait un statut juridique du coworking à l'étranger sur quelques pays que je connais. Non, à ma connaissance. Ce que je peux dire, c'est que, et on le voit plus dans des pays anglo-saxons, de façon très, très nette, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est un état d'esprit, le coworking. C'est que les gens, en fait, vous rentrez déjà dans le lobby de l'immeuble. Je dis même pas le hall, le lobby, parce que vous avez l'impression que c'est pas vraiment des bureaux. Voilà. Je pense que c'est un petit peu ça l'esprit. C'est-à-dire que ensuite, quand vous allez dans les salles, vous ne voyez pas où vous êtes dans un bureau, vous êtes dans une salle de réunion, vous êtes dans un couloir. C'est un petit peu ça. Donc, au-delà des services, parce qu'il faut aussi toujours se questionner, au-delà des services, on pourrait dire, il y a aussi la configuration, pour répondre à votre question, la configuration des bureaux fait qu'on pourrait être en coworking ou on pourrait ne pas y être. Et je ne suis pas sûr que ça a été beaucoup vu, mais je pense que c'est un point aussi de réflexion pour prolonger nos échanges. On voudrait terminer en vous remerciant. On a été très heureux d'animer cet atelier, ce webinaire avec vous. Remercie encore une fois la revue Opération Immobilière et très heureux aussi de voir qu'il y avait de nombreux participants et des questions très riches. Merci.